Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à tous. Le sommaire. Ordonné ce samedi, le nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Oumbédi, a été accueilli et installé ce dimanche sur le siège métropolitain de Cotonou. Et c'est l'église Notre-Dame qui a servi de cadre à l'événement. Retour sur les temps forts de cet événement. Dans cette édition, hors du Bénin au Nigeria, une nouvelle vidéo du chef du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, Abubakar Shekau. Dans cette vidéo diffusée dans la nuit du samedi à dimanche, dit aller parfaitement bien, fustigeant les déclarations de l'armée nigériane qui avait annoncé l'avoir grièvement blessé. Et puis Donald Trump et Hillary Clinton face à face lundi soir à New York. Les deux candidats républicains et démocrates s'affrontent la nuit prochaine dans le tout premier débat télévisé de la campagne de la présidentielle américaine de novembre prochain. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci à tous. Les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Eden Info. Cérémonie d'accueil et installation du nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Oumbédi, sur le siège métropolitain de Cotonou. C'était ce dimanche 25 septembre dans l'enceinte de l'église Notre-Dame de Cotonou. Voici les détails avec Fréjus Serlan et Romaïque Debouchi. Cette cérémonie d'accueil et d'installation du nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Oumbédi, à l'église Notre-Dame, marque l'unité diocésaine de l'église autour de son évêque. Elle a débuté par l'accueil de l'archevêque sur le perron de l'église par le nonce apostolique près le Togo et le Bénin, Monseigneur Brian Oudaïgoué. Ensuite, le nouvel archevêque de Cotonou a fait sa profession de foi de serment avant l'imposition du pallium sur ses épaules qui signifie sa communion avec le successeur de Saint-Pierre. Toujours en présence et avec la participation des évêques suffragants, le nonce apostolique a fait asseoir Monseigneur Oumbédi sur le siège métropolitain de Cotonou, lui conférant son autorité dans la maison de Dieu. La crosse, signe distinctif de l'archevêque, lui a été aussi remise. Après cette étape, Monseigneur Roger Oumbédi a reçu les obédiences de l'ensemble des religieux de son archidiocèse, mettant fin à ce rite d'installation. La messe, quant à elle, a suivi son cours naturel avec la liturgie de la parole et celle eucharistique. Durant cette phase, Monseigneur Roger Oumbédi a donné sa compréhension de la première lecture du jour où le prophète Amos s'attaque à ceux qui vivent dans l'opulence sans songer à améliorer le quotidien des pauvres. Frères et sœurs, nous comprenons à travers ces textes que les richesses de ce monde peuvent constituer dans la vie de l'homme un grand danger, notamment lorsque nous les idolâtrons. Au fait, les richesses en elles-mêmes ne constituent pas un mal en soi, puisque Dieu, en les créant, les a données gratuitement à l'homme pour qu'il puisse en jouir. Mais tout le problème réside dans l'usage que l'homme en fait. Soit il les acquiert pour lui-même et se refuse de tout partage, et c'est alors l'injustice sociale qui s'établit dans nos rapports et dans nos sociétés, telles que nous voyons les conséquences désastreuses dans nos sociétés. Soit il les acquiert pour jeter des ponts et soulager les misères des hommes. Et c'est alors le royaume de Dieu qui commence à devenir une réalité. Avec cette messe d'intronisation, Monseigneur Roger Oumbédi, nouvel archevêque de Cotonou, entre dans la plénitude de sa fonction. Retour maintenant sur les temps forts de l'ordination épiscopale qui a été présidée par le cardinal Sarr, archevêque émérite de Dakar, et concélébré par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo et Monseigneur Antoine Gagné, émérite de l'archidiocèse de Cotonou. Voici le reportage signé Antoine Sabou et Fréjus Fiossi. C'est en présence d'un parterre de fidèles chrétiens catholiques, religieux, religieuses, prêtres, évêques et personnalités politiques que l'ordination épiscopale a démarré ce samedi 24 septembre au Palais des Congrès de Cotonou. La lecture de la bulle, lettre solennelle du pape François nommant Monseigneur Roger Oumbédi, évêque de l'archidiocèse de Cotonou, a ouvert ainsi le bal des rites du sacre. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre
par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Après cet engagement public, suivra les autres étapes des rites canoniques, la litanie des saints, l'imposition des mains par les évêques, qui symbolise la transmission de la tradition apostolique et exprime l'invocation de l'Esprit Saint, la prière de l'ordination épiscopale, l'imposition du livre des évangiles, la remise de l'anneau, de la mitre et enfin de la crosse, bâton pastoral avec lequel l'évêque conduit son peuple. Monseigneur Roger Hungbedi entre ainsi dans la succession apostolique. Dans son message, le cardinal Sarr émérite de Dakar, qui a présidé la célébration eucharistique, invite le nouvel archevêque à être un évêque qui bâtit son programme de vie et d'action sur l'amour de Dieu et l'amour des hommes, sur le don total de soi dans le service, être un pasteur proche des fidèles et de leur communauté, attentif aux personnes, à leur situation, à leurs attentes, à leurs besoins. L'annonce de l'Évangile sera l'une des priorités de sa mission épiscopale, nous dira l'archevêque Monseigneur Roger Hungbedi. Oui, l'annonce de l'Évangile me semble une des urgences pour notre Église du Bénin en cette ère de la nouvelle évangélisation qui se veut une annonce en profondeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'urgence est d'annoncer un évangile qui aide nos fidèles chrétiens à s'attacher au Christ, à le considérer comme l'unique sauveur du monde et l'unique bien nécessaire de notre vie. Je me propose, avec la collaboration de vous tous, de m'inscrire dans cette annonce en me faisant tout à tous dans l'amour et la vérité. Religieux de l'ordre des prêcheurs des Dominicains, Monseigneur Roger Hungbedi a pour devise Omnia omnibus factus sunt in caritate et in veritate. Je me suis fait tout à tous dans l'amour et la vérité. Autre sujet dans cette édition, plaintes mieux partagées. Les courbatures sont des types de douleurs ressenties à divers endroits du corps humain. Pour se soulager, automédication, pommades et comprimés sont des solutions possibles que s'offrent les Béninois. Qu'est-ce qu'une courbature et comment la traite-t-on? Loris Frédéric d'abord. Fréjus Fiossi pour le reportage. Douleurs musculaires diffuses qui surviennent après un exercice intense ou inhabituel. Elles apparaissent généralement 12 à 48 heures après l'effort. Les courbatures apparaissent le plus souvent suite à la reprise d'une activité physique après une longue période d'inactivité. Dues à des micro-déchirures, elles se manifestent par des douleurs au niveau des muscles ayant été sollicités. Mais comment et pourquoi apparaissent-elles? La courbature va arriver suite à des efforts musculaires intenses. Et c'est lié réellement aux activités musculaires. Parce que lorsque le muscle se contracte et fait des efforts très intenses, il se passe à l'intérieur du muscle qui constitue donc des fibres, parce que les cellules musculaires sont en fibres avec plusieurs noyaux. Donc ces cellules musculaires vont à des moments donnés se rompre. Donc c'est des micro-fissures qui sont à l'intérieur du muscle qui vont se rompre. Ou bien, il s'agit parfois même des vaisseaux, des micro-vaisseaux qui sont à l'intérieur, qui peuvent se rompre également et présenter, donc, et déverser un peu du sang dans la masse musculaire. Conséquence, micro-fissures musculaires, micro-lésions musculaires, micro-fissures donc, au niveau vasculaire. Le tout va générer donc ce qu'on appelle inflammation, ce qu'on appelle douleur, ce qu'on appelle alors courbature et puis une petite raideur. Et cette raideur, elle est nécessaire pour permettre à l'organisme de se reformer, donc de se réparer. Mais ces propos ne suffisent pas à expliquer toutes les courbatures. D'autres théories permettent de mieux comprendre et de distinguer les courbatures. L'autre cause, ça peut être aussi des causes infectieuses. Et là, ça, vraiment, il faut regarder ça. Ce que nous avons le plus, et puis les gens disent souvent, j'ai la courbature un peu dans notre région. Ici, c'est le paludisme. Souvent, on dit, j'ai la courbature, on se tord un peu le tronc. On peut incriminer le paludisme. On peut aussi citer ce qu'on appelle la grippe.
dans le syndrome grippal. On peut citer beaucoup d'autres éléments, mais également les infections. Et là, quand il s'agit de ces cas-là, c'est très important. La courbature, quand ça s'installe, ça peut durer et peut se dégrader si on n'a pas de soins. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une courbature post-activité physique intense. Nous avons aussi des courbatures parfois qui peuvent être liées juste aux troubles métaboliques. Des gens qui ont mangé, qui se sont intoxiqués un peu le corps, où il y a eu beaucoup d'accumulation de toxines, d'accumulation donc d'éléments qui ne doivent pas être en grande quantité dans le sang. Conséquence logique et quasi systématique de la reprise d'une activité physique ou d'un effort plus intense que d'habitude, elles peuvent aussi bien toucher les néophytes que les sportifs professionnels. Pour ce faire, il convient de suivre les instructions d'un spécialiste pour s'en débarrasser ou l'éviter à l'avenir. Quand un individu n'est pas habitué à faire le sport et qui doit faire le sport, il faut qu'il commence avec des intensités faibles, donc que l'intensité soit progressivement dosée, adaptée à la capacité de la personne et à la possibilité musculaire. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on veut faire des activités physiques, il faut vraiment faire des préparations. Donc, si vous devez donc aller en compétition ou bien si vous désirez, parce qu'en temps de vacances, on veut reprendre, vous désirez faire des activités physiques intenses, il faut se préparer. L'une des phases de cette préparation, c'est les étirements. Il faut suffisamment prendre de l'eau et ne pas rester toute la journée sans boire au moins 1,5 litre, c'est-à-dire 1,5 litre d'eau, et pouvoir permettre à l'organisme de disposer d'assez d'eau pour pouvoir se réparer. Il est essentiel de bien s'échauffer et de s'hydrater, opter au besoin pour le massage kiné post-effort et si les courbatures persistent plusieurs jours après, un réflexe, consulter le médecin. Info hors du Bénin, le chef du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, Abubakar Shekau, a diffusé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle vidéo dans laquelle il dit aller parfaitement bien, fustigeant les déclarations de l'armée nigériane qui avait annoncé l'avoir grièvement blessé le mois dernier. Écoutons quelques extraits. Je suis en bonne santé, sain et sauf, grâce à Dieu. Rien ne m'est arrivé, je ne mourrai pas avant que l'heure ne soit venue. Et personne ne connaît l'heure de sa mort en avance. Et une fois qu'elle est là, on ne porte pas le deuil. Nous ne vous ramènerons pas vos filles. Si vous voulez que l'on vous rende vos filles, rendez-nous nos frères. Ramenez nos frères. Vous vous donnez un spectacle parce que vous ne savez plus quoi faire. Vous n'arrêtez pas de réclamer de l'argent aux gens en leur disant que vous allez ramener leurs filles. Mais vous savez que c'est un mensonge. On reste au Nigeria et on parle toujours Boko Haram, stress post-traumatique et dépression, psychose, addiction, anxiété, crise de panique ou phobie. Les cas relevant de la pédiatrie ont explosé ces dernières années dans le nord-est du Nigeria depuis que la guerre a éclaté et que le groupe islamiste Boko Haram sème le chaos dans la région. Commentaire Moriagua. Ce soldat assis sur un lit au fond de la grande chambre d'hôpital est l'un d'eux. Il tient fermement un petit livre de prière entre ses mains et répète dans le vide son nom, son rang et son numéro de matricule de l'armée nigériane. Il se lève d'un bond et raconte son histoire, les yeux rivés sur le ventilateur à l'autre bout de la pièce, avec le regard droit et vide de ceux qui en ont trop vu. It's very good for a man, to boast that he's a man, to fight the enemy. Quand nous faisons la guerre, c'est très bon pour un homme d'être un homme, de se vanter qu'il est un homme et de combattre l'ennemi. Mais malheureusement, en raison des moyens des ennemis qui viennent à vous, ou de la façon de les rencontrer, ou de la façon dont vous les tuez, ou en raison du commandement, c'est ainsi que l'on tombe dans une bataille à laquelle on ne s'attendait pas dans sa vie. Les infirmiers expliquent qu'il était très violent lors de son admission, mais a réussi à calmer ses esprits au bout d'une semaine. Ce que nous observons, c'est que certains d'entre eux, avant de partir en opération, se droguent.
Ils se droguent pour se mettre dans des états d'ivresse profonde. Ils fument du cannabis, prennent du tramadol et toutes sortes de substances. Ça leur donne la sensation de bien aller, mais c'est la raison pour laquelle ils deviennent violents et sont prêts à tuer. Le conflit causé par Boko Haram a fait au moins 20 000 morts depuis le début de l'insurrection en 2009. Mais les médecins de cet hôpital psychiatrique affirment avoir reçu en consultation 3 fois ce nombre. Et encore, ce n'est qu'une infime partie du problème. L'hôpital de Maïdougouri est l'unique centre psychiatrique dans tout le nord-est du Nigeria, une région plus grande que la Grande-Bretagne. Over 58,000 patients being seen in the hospital that are related to insurgency. Plus de 58 000 patients liés à l'insurrection sont venus à l'hôpital. Les causes les plus courantes sont des troubles post-traumatiques, la dépression, les troubles de la toxicomanie, la psychose, les troubles anxieux comme la phobie et des crises de panique. Le problème, c'est que l'insurrection est toujours en cours et les conséquences telles que la perte d'un proche ou de sa propriété, ce sont des chocs qui continueront à perpétrer ces symptômes. Cela prend beaucoup de temps. Même si la guerre se termine, ses effets seront durables pendant 30 ou 50 ans, estime le psychiatre. Près de 1,5 million de personnes ont trouvé refuge dans la grande ville de Maïdougouri. Mais les médecins craignent que même ceux qui ont pour l'instant réussi à affronter les traumatismes causés par l'exil et les violences ne craquent lorsqu'ils rentreront enfin chez eux. On poursuit avec l'actualité sur le continent. Près de 10 000 personnes ont participé dimanche à Rabat à un grand meeting du PJD, Parti de la Justice et du Développement, marquant véritablement le début de sa campagne pour les législatives du 7 octobre. C'est dans une salle bondée et à l'ambiance surchauffée, couverte d'immenses affiches portant l'emblème du parti, que des militants agitant des fanions blancs réclamaient ce dimanche à Rabat un deuxième mandat pour le PJD, Parti de la Justice et du Développement. Quand je vois les gens présents ici, je vois des hommes et des femmes qui sans doute sont emplis comme moi d'une grande joie. Et tous ces signes que je vois seront les signes de la victoire, si Dieu le veut. Vous êtes l'espoir du peuple aujourd'hui. La plupart des citoyens, alors que vous êtes à la première place, vous ont fait confiance. Et c'est bizarre que, même après avoir été à la tête du gouvernement pendant 4 ans, votre popularité a grandi. Alors que d'habitude, la popularité des partis qui dirigent le gouvernement se dégrade. Très tôt dans la matinée, des dizaines de bus ont déversé des milliers de militants qui ont arboré des casquettes et des drapeaux aux couleurs du parti. Ce meeting marque le début de la campagne pour les législatives qui a été lancée samedi dernier dans tout le Maroc. Environ 30 partis prennent part à ce scrutin qui est considéré comme un duel entre le PJD et le PAM, parti, authenticité et modernité. Aux dernières législatives, le PJD avait remporté un succès historique dans le sillage des printemps arabes. De vives tensions politiques ont agité la pré-campagne. Le PJD a accusé à mots couverts le ministre de l'Intérieur de vouloir le contrer par tous les moyens aux élections. Nous sommes arrivés en 2011, l'année du doute en ce qui concerne le système politique arabe. Ce qui est arrivé à cette époque en Tunisie, en Libye, en Égypte, et dans d'autres pays que vous connaissez, le Parti de la Justice et du Développement l'a refusé. Nous n'allons pas prendre le risque avec notre pays, ni avec l'institution monarchique qui est le garant de notre stabilité après Dieu. La campagne des législatives marocaines prend fin le 6 octobre prochain. Le scrutin aura lieu le lendemain. Le chef du PJD affiche une confiance quant à la victoire de son parti. La population des éléphants d'Afrique est au plus bas depuis 25 ans, principalement en raison du braconnage, selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature publié ce dimanche. Commentaire.
L'Afrique compte environ 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins que lors de la dernière décennie, selon le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature publié dimanche. Rapport basé sur 275 mesures à travers le continent. Ce rapport alarmant a été divulgué devant les délégués de la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, qui s'est ouverte samedi à Johannesburg. La forte hausse du braconnage qui a débuté il y a une dizaine d'années est la principale cause du déclin de la population d'éléphants, explique le rapport. Les bandes de criminels organisés agissent à grande échelle en Afrique, faisant passer de l'ivoire illégalement vers l'Asie. L'ivoire est vu comme un produit luxueux et les gens l'utilisent de diverses façons. Il y a des types d'ivoire qui servent à faire des produits de la vie courante, comme des baguettes pour manger, des bracelets. Mais il y a aussi des défenses énormes sculptées en objets d'art qui peuvent atteindre des prix très élevés. L'autre cause identifiée par le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature est la disparition croissante des zones d'habitat naturel des pachydèmes. Une des choses qui nous inquiète, c'est que pour le moment, l'accent est mis sur le braconnage, la perte des éléphants pour leur ivoire, mais il y a aussi un énorme problème sous-jacent et c'est la réduction de leur espace vital. Nous sommes très inquiets par les développements d'infrastructures qui empiètent sur leur habitat, particulièrement le développement des routes en Afrique centrale. La protection des éléphants, espèces en disparition sur le continent, devient donc une priorité. Pour la première fois, un djihadiste présumé est jugé par la Cour pénale internationale, la CPI, pour la destruction des 9 mausolées de Tombouctou et de la porte secrète de la mosquée Sidi Haïya. Le verdict sera rendu le 27 septembre prochain, donc demain. Mais avant, à Tombouctou, les habitants se disent prêts à pardonner. Reportage. C'est la première fois qu'un djihadiste présumé est jugé devant la Cour pénale internationale. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé et exécuté la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, classés au patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Le verdict devrait être prononcé le 27 septembre prochain. Entre 9 et 11 ans de prison ont été requis contre celui qui dirigeait la brigade islamique des mœurs. Celui-ci a plaidé coupable et demandé pardon. C'est au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi. On voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le procès serve à quelque chose. Il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Tombouctou retrouve progressivement son identité sous l'impulsion de l'UNESCO. Les mausolées ont été reconstruits l'an dernier et la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya vient tout juste d'être réinstallée. Les habitants, quant à eux, se disent prêts à pardonner. Parce que nous sommes des Coréens, on peut les pardonner. Pour que si on va les pardonner, si la paix vient, on va les pardonner. Je veux que la justice soit faite, c'est tout. Les défenseurs des droits de l'homme regrettent toutefois que les crimes sexuels n'aient pas été pris en compte. Même si le procès à Ahmad Al-Faki Al-Mahdi sert d'exemple, certains déplorent que de nombreux criminels échappent toujours à la justice. Donald Trump et Hillary Clinton face à face lundi soir à New York. Les deux candidats républicains et démocrates s'affrontent la nuit prochaine dans le tout premier débat télévisé de la campagne de la présidentielle américaine de novembre prochain. Les débatteurs auront à se prononcer en 90 minutes sur 3 thèmes dont l'économie, priorité pour les Américains. Comment Hillary Clinton, jugée trop sûre d'elle et distante, va se comporter face à Donald Trump, qualifié d'imprévisible. Le débat Trump-Clinton intervient 56 ans après le premier débat télévisé de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et avant de boucler cette édition, Omar, jeune Guinéen, errait dans les rues de Nantes jusqu'à ce qu'une famille accepte enfin de l'accueillir en son sein. Histoire d'un jeune Africain migrant en France dans ce reportage.
De l'ouest de l'Afrique à l'ouest de la France, un périple de 6000 km qui mène Oumar seul dans les rues de Nantes. Après plusieurs mois dans des hôtels, le jeune Guinéen de 16 ans a trouvé un nouveau foyer. Avant, j'étais à l'hôtel personne, il n'y en a aucun ami. Mais depuis que j'ai arrivé à la famille, ça va mieux. Avant aussi, je ne parle pas français, je comprends. Quand tu parles, je ne comprends rien. Mais aujourd'hui, ça va un peu. Stéphane et Nadège lui ont ouvert leurs portes il y a 8 mois. Depuis, Oumar fait partie intégrante de cette famille où 4 des 5 enfants sont adoptés. Accueillir un jeune étranger, un acte militant pour cette famille engagée. C'était une démarche des plus naturelles. On ne s'est pas posé la question très longtemps. Alors oui, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ce soit un débat un peu négatif dans notre pays. Je crois que si tout le monde faisait un petit peu, ça serait beaucoup effectivement pour toutes ces personnes. Comme Oumar, il serait 500 mineurs isolés en Loire-Atlantique, un nombre en constante augmentation. À l'été 2015, le conseil départemental a été condamné une quinzaine de fois pour non mise à l'abri de ses enfants. Face au manque de places d'hébergement et de moyens, la collectivité a lancé un appel à solidarité auprès des citoyens. À tout moment, partout en France, ce qui nous arrive ici peut arriver. Donc c'est un sujet qui doit être pris en considération par l'État au plus haut niveau pour que les départements soient mieux accompagnés, y compris financièrement. 12 millions d'euros, c'est en effet le coût de la mission de protection des mineurs isolés étrangers pour le département. Pour l'heure, 14 familles accueillent ces jeunes en Loire-Atlantique, une goutte d'eau pour les associations qui dénoncent un dispositif au rabais. Ils sont des enfants avant d'être des migrants. Partout en France, dans tous les départements maintenant, parce qu'on n'a pas les moyens de les protéger correctement, ils sont des migrants avant d'être des enfants. C'est sur ce point-là qu'on ne sera jamais d'accord et qu'on ne parlera jamais le même langage. Selon le conseil départemental, de nouvelles familles solidaires se sont déjà manifestées, une générosité qui ne suffira pas face à l'arrivée récente d'une trentaine de mineurs supplémentaires. Avec la Meurthe-et-Moselle, la Loire-Atlantique est le seul département français à tester un dispositif d'accueil solidaire. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et à demain.